Bonjour à tous, merci de nous inviter dans cette île d'île, l'île Dieu. Je vais inviter les 5 intervenants à me rejoindre sur scène, en commençant par Anne-Claude Kabilik, qui est adjointe aux affaires sociales sur l'île Dieu. Voilà. Marita Barli, qui s'est déjà présentée, qui est la créatrice du projet Élémentaire, navigatrice, et qui, grâce à son bateau, nous a permis de venir sur l'île. Marie Journel, qui est directrice générale et créatrice du cirque Ophidie Circus sur une autre île. D'aucuns diraient que l'île de Ré n'est pas une île car elle a un pont. Bienvenue à bord. Christelle Prado, ex-présidente de l'UNAPI, ex-membre du CESE, donc Conseil économique, social et environnemental, et aujourd'hui qui pilote pour la Manche la trajectoire 100% inclusif pour la cohésion sociale et territoriale. Et enfin, Sophie Massieu et son chien, Ilou, c'est par là, qui est journaliste. T'as répété, attends. Elle a fait 3 fois le tour du monde, quoi. C'est vrai, aussi. Donc Sophie qui a fait effectivement 3 fois le tour du monde. Et qui est journaliste pour la revue spécialisée Actu dans le handicap et les affaires sociales. Et ben, je vais me tourner en premier lieu vers Christelle Prado, qui est spécialiste du handicap et qui a écrit un bouquin sur le sujet. Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien dans ton métier et la trajectoire que vous avez mis en place dans la Manche ? Alors d'abord dire qu'être spécialiste, c'est un bien grand mot. En fait, c'est plutôt l'expérience qui fait qu'à un moment donné, on s'intéresse aux choses. Et ça a été mon cas, puisque j'ai donné naissance, mon premier enfant est polyhandicapé, autiste et malvoyant. Et donc voilà, c'était un vrai défi de pouvoir être un bon parent et de lui donner toutes ses chances de pouvoir accéder à ses désirs. Et déjà que les personnes qui soient autour d'elle, à part moi, puissent penser qu'elle ait des désirs. Déjà. Voilà. Parce qu'on définit beaucoup les personnes en situation de handicap à partir de leurs besoins. Ok, mais ce qui nous fait tous avancer, c'est le désir. Ce qui fait qu'on est là ensemble, c'est parce qu'on a le désir de se retrouver, d'essayer un peu modestement de changer des choses toutes petites dans le monde. Et voilà. À partir de là, ce qui m'a choquée, c'est pas le handicap en lui-même, c'est l'exclusion sociale que ça génère pour la personne elle-même, pour sa famille. Et très honnêtement, en tout cas nous concernant, ça s'apparentait réellement à une mort sociale. Donc c'est ça qui m'a fait bouger, puisque je suis une militante des droits humains, en fait, tout simplement, et de la dignité. Et finalement, je me suis engagée au sein d'une association, parce que ça me paraît important de rejoindre un groupe pour pouvoir partager des idées, les confronter. On s'approche un peu plus de la vérité quand on est plusieurs, pour élaborer des choses. Quand on est tout seul, voilà, je pense qu'on s'en éloigne. Et puis, j'ai eu la chance, à un moment donné, d'être reconnue par mes pairs comme pouvant porter le mandat de la présidence de l'UNAPI, et presque simultanément, d'être nommé membre au Conseil économique, social et environnemental. Alors, en général, dans la presse, vous entendez dire que dans cette 3e assemblée constitutionnelle, il n'y a que des branquignoles qui font rien et qui gagnent de la thune. Enfin, c'est ce que vous lisez dans la presse. Ouais, ça dépend quelle presse tu pourras dire. Et le premier défi que j'ai rencontré dans cette assemblée, c'est qu'on m'a confié un avis, à rédiger sur le coût économique et social de l'autisme en France. Et le fait de travailler là-dessus, alors au Conseil économique, vous avez
des organisations patronales, des organisations syndicales, le monde de l'agriculture, le monde associatif. Enfin, il y a toute la société appelée civile. Hein. C'est un peu bizarre parce que les autres ne sont pas des militaires, mais tout ce qu'on appelle la société civile qui se retrouve là. Donc, l'objectif, quand vous portez un avis, et en tout cas sur un avis sociétal comme celui-ci, mon objectif, c'était de faire en sorte que le MEDEF et la CGT soient d'accord sur des propositions. Parce qu'à partir de là, si les politiques s'en emparent pas, ça pose question. Voilà. Donc, sur ce premier avis, on a réussi à obtenir un plan à 380 millions d'euros. C'est rien, 380 millions d'euros par rapport à l'enjeu de l'autisme et même d'autres enjeux en France. Et puis ensuite, c'est le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui a demandé au Conseil économique de produire un avis sur la société inclusive, pour le faire en bref. Et ça m'a été confié. Donc voilà, pareil, hein, on ne fait jamais les choses toutes seules. Et comme je me disais que c'était pas gagné de faire un truc comme ça, j'ai proposé à aux gens qui travaillaient dans le groupe une liste de personnes qu'on allait auditionner. Et leur remarque, c'est pourquoi tu invites pas de personnes handicapées? Je dis pourquoi voulez-vous que j'écrive sur un papier qu'elles sont en situation de handicap? On les interroge parce que elles ont telle place dans la société, c'est des présidents d'associations ou c'est des philosophes, ou il n'y a pas à mettre en avant qu'elles sont en situation de handicap. Et en fait, j'avais décidé de faire intervenir comme premier intervenant un homme qui s'appelle Jean-Baptiste Thibon, qui fait des conférences sur TEDx et il est très drôle. Et en fait, ça leur a mis un coup de poing dans l'estomac. Et une fois que l'estomac était bien ramolli, on pouvait attaquer la falaise. Enfin, je le fais en bref. Mais en clair, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce sujet? C'est que le zéro exclusion, ça me plaît bien comme concept. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est bien le corps social qui exclut à un moment donné, parce qu'il a construit lui-même les lois que nous avons votées, qui sont pas suffisamment, qui sont trop étroites. Voilà, c'est le corps social à un moment donné qui expulse des individus, qui ne reconnaît pas des individus pour une raison ou pour une autre. Et j'ai horreur, par contre, du terme inclusion, et je vais expliquer pourquoi. C'est que je considère que le terme inclusion vient justifier un acte professionnel. Les personnes exclues, il y en a. J'ai 2 enfants, c'est un exemple. 2 vont à l'école. L'un des 2 est en situation de handicap. De l'un, on va dire dans notre pays qu'il est scolarisé, de l'autre, on va dire qu'il est inclus. On lui fait porter un stigmate. On leur fait porter des stigmates sans arrêt. Ils sont tous les 2 scolarisés et tout va bien. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de bâtir avec tous une société inclusive. C'est-à-dire que chaque chose qu'on va penser, qu'on va construire, on essaie de la penser pour tous. Et c'est possible. Alors, modestement, c'est ce qu'on essaie de faire dans le département où je travaille aujourd'hui. Je dis bien modestement parce que toutes les actions sociétales s'inscrivent dans un temps long qui rompt avec le temps de l'immédiateté qu'on vit aujourd'hui, auquel moi, j'arrive pas à m'inscrire là-dedans. C'est pas, voilà, j'y arrive pas du tout. Et tous les changements sociétaux, c'est un temps long. Les athlètes, tout à l'heure, qu'on a vus, ils passent des heures et des heures à s'entraîner pour nous montrer quelque chose. Il n'y a rien qui puisse se faire hors du temps long. Et là, cette société, elle nécessite l'implication de tout le monde. C'est pas le problème des autres. C'est pas le problème uniquement des politiques. C'est pas le problème uniquement des personnes en situation de handicap. C'est notre problème à tous dans nos actes. Bon, tout à l'heure, par exemple, Sophie, quand tu es montée, on aurait pu tous rester calés sur la chaise, attends que tu te casses la gueule, tu vois, par exemple. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'est bien l'implication de tous, y compris au niveau législatif, qui peut faire changer les choses. Et je vais donner un exemple tout simple pour terminer. Un jour, un travailleur social m'appelle et me dit Madame Prado, alors il m'appelle comme ça, c'est là que je vois que j'ai vachement vieilli. Madame Prado, voilà, il y a une maman
qui est en situation de handicap, elle a des triplés. Elle ne peut pas les emmener jusqu'à l'arrêt de bus pour qu'ils aillent à l'école. On regarde pour qu'il y ait un taxi qui vienne chercher les enfants tous les jours et que... mais vous allez trouver peut-être que c'est trop cher. J'ai dit, donc, il y a un taxi qui va venir chercher les enfants à l'école, qui va emmener les enfants à l'école, qui va le ramener. Mais je dis, au-delà du fait que ça coûte cher, ça prive la maman d'emmener ses enfants à l'école. Donc, vous allez d'abord regarder si elle est locataire ou propriétaire. Vous allez lui demander si elle accepte de pouvoir résider à proximité de l'école. Et à proximité de l'école, elle pouvait emmener ses enfants. Voilà, on a fait un truc tout simple. Ça a même coûté moins cher mais ce n'était pas le sujet. Mais en tout cas, elle pouvait amener ses enfants à l'école. Les enfants étaient contents d'avoir leur maman qui vienne les chercher à l'école. Et c'est vraiment dans des actes du quotidien, au-delà des lois qui sont importantes, hein, mais dans les actes du quotidien, qu'on peut effectivement changer le monde. Mais pour ça, il faut avoir une posture bien particulière. C'est reconnaître notre interdépendance de tout bébé jusqu'à la fin de notre vie. Et à l'école, on nous apprend beaucoup, on valorise beaucoup la réussite individuelle, alors que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que la vraie réussite, surtout dans une société, c'est une réussite collective, par l'écoute, par la compréhension et par la solidarité entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes, entre tous. Voilà. Merci. Sophie, toi, quand on te regarde, souvent ça saute aux yeux, sans mauvais jeu de mots, que tu ne peux pas voir, que Ilou te guide. Pourtant, quand on parle de situation d'exclusion avec toi, c'est pas spontanément ce qui te vient au niveau individuel. Bonjour à tous. Alors en effet, moi je vais pas avoir peut-être tout à fait le même vécu en tout cas que Christelle, même si je suis d'accord avec elle sur un tas de points qu'elle a soulevés. Elle a pas prononcé le mot d'accessibilité universelle par exemple, mais c'est ce qu'elle dit quand elle dit qu'il faut penser l'ensemble des biens et services conçus pour tout le monde dès le départ. Quand elle dit répondre aux désirs plus qu'aux besoins et qu'elle a trouvé un appartement, qu'elle a contribué à trouver un appartement à cette maman qui osait peut-être même pas elle-même se dire « Ah oui, mais en fait, oui, je pourrais faire ça », parce que parfois, il y a un peu une forme d'autocensure. Donc oui, je suis d'accord avec elle. Après, mon vécu n'est pas le même. Moi, j'ai croisé effectivement des situations quand j'étais plus jeune où, disons qu'on m'a pas accueillie à bras ouverts. Mais pour autant, comme j'étais jeune et teigneuse, et assez individualiste à l'époque, en tout cas, je l'ai jamais pris comme étant lié à mon handicap. Enfin, comment dire ? Ça n'a jamais mis devant mes yeux en premier lieu le handicap. C'est-à-dire que j'en ai pas fait... Je vais prendre un exemple concret, ça va être plus simple. J'ai fait mes études de collège, enfin mes années collège, je les ai faites dans un établissement spécialisé. Donc à l'époque, on était encore dans ce type de structure, même quand on était juste aveugle. Maintenant, on est effectivement beaucoup plus scolarisé en milieu ordinaire, mais comme je suis très vieille et que ça remonte au XXe siècle, c'est dire, c'était pas le cas. Donc moi, mon collège, je l'ai fait dans un établissement spécialisé. En revanche, au lycée, j'ai eu envie d'aller au lycée près de chez moi, comme tous les gamins. Aujourd'hui, ça paraît banal, mais c'était pas le cas à l'époque, je vous assure. Et j'ai appelé un premier lycée. En plus, moi, je suis d'un milieu social extrêmement modeste et où c'est pas ma maman qui pouvait appeler le lycée pour moi pour négocier de me faire scolariser ou pas. Donc c'est moi qui, du haut de mes 14 ans, j'avais un an d'avance, et appelé un lycée de mon quartier et dit « Bonjour, voilà, je suis en 3e, je suis aveugle, je voudrais venir dans votre lycée. » Et la proviseure m'a répondu « Vous n'y pensez pas, c'est un bon lycée ici. » Voilà. Donc je ne l'ai pas fait, mais je m'étais juré que je lui enverrais ma photocopie du bac à cette CO2N. Et je ne l'ai pas fait. Dommage, j'avais une mention bien, ça lui aurait fait les pieds. Bon, en fait, après, j'ai été prise dans un autre lycée qui finalement correspondait beaucoup mieux à ce que je voulais faire parce qu'il était plus littéraire que scientifique. Mais voilà, je me serais trompée de toute façon d'orientation si j'étais allée là, comme quoi c'était un mal pour un bien. Mais oui, moi, j'ai pas le sentiment... Enfin, je suis pas du tout... je suis pas militante du tout sur le plan du handicap. Je m'en défends. Parce que je sais que si je prends la parole sur ce sujet-là, d'abord, on va trouver ça normal. On va dire, bah oui, c'est normal qu'elle parle du handicap elle-même, nanana. Et ensuite, comme j'ai un tout petit peu... comme mon nom est un tout petit peu connu maintenant du fait de l'émission que j'ai pu présenter pour Arte, on va me prendre pour une espèce de porte-parole que je ne suis pas. Moi, je veux surtout pas être un modèle ou un porte-parole de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. La seule chose que je peux partager, c'est ce que j'ai vécu éventuellement, si ça intéresse quelqu'un. Mais je préfère, pour ce qui est de l'inclusion, comment dire, y œuvrer à ma manière. Et ma seule manière, c'est d'être journaliste, en fait, parce que c'est pas un métier, c'est une maladie. Bien plus grave que la cécité, je vous jure. On s'en débarrasse pas.
La cécité, bon, je sais pas, peut-être un jour on pourra s'en débarrasser, mais le journalisme, je crois pas. Et donc, effectivement, je travaille beaucoup sur l'information sociale, en l'occurrence actuellement pour les actualités sociales hebdomadaires. Et donc, on travaille beaucoup ces thématiques de l'inclusion et tout ça. Et je pense que c'est à ça que si je dois servir à quelque chose, c'est à ça, c'est-à-dire à parler de ce que font les autres pour changer la donne. Mais moi, je veux vraiment, voilà, surtout pas être porte-parole ou m'engager dans ce thème. Je suis engagée sur le plan associatif dans plein d'autres choses. Je suis membre d'une association de journalistes, je suis impliquée dans plein de choses plus locales, politico-associatives, que ce soit dans la ville où j'habite le plus, qui est Paris, ou dans la ville où je vais le plus souvent possible, qui est Saint-Malo. Dans les deux cas, je suis impliquée dans le tissu associatif local, mais surtout pas sur les thématiques du handicap, parce que c'est trop là qu'on m'attend, d'une part, et d'autre part, parce que peut-être je suis pas forcément très objective et encore moins peut-être sur cette thématique-là, en tout cas tolérante avec les gens qui ne pensent pas comme moi. C'est-à-dire que au sens où pour moi, mon handicap visuel, quand il me fait faire des conneries comme ne pas aller sur l'estrade parce que mon chien il a plutôt envie de sortir que de se taper une table ronde alors qu'il fait beau dehors, et ben j'en ris en fait. Ça me fait pas rougir de honte de genre ah merde j'ai merdé, j'ai pas trouvé l'escalier. Voilà. Et donc les gens qui auraient tendance à peut-être moins bien vivre le handicap, je suis moins tolérante avec eux. Pourquoi ? Peut-être parce que je suis méchante, mais aussi parce que ça me tend un miroir déformant je pourrais être ça aussi, ou je peux être perçue comme ça aussi. Et comme je n'assume pas ce miroir déformant qui peut m'être tendu, et ben je m'engage pas sur ces sujets-là comme ça. Et ben j'entends pas les pleurnicheries et j'ai pas à les combattre. Voilà. C'est intéressant, il y a déjà un très beau rapprochement entre le fait que tu parles de handicap sans inviter de handicapés, et toi tu revendiques la même chose finalement, le fait de t'impliquer au niveau social en dehors du symbole que tu pourrais représenter par ailleurs. Oui, c'est ça. Surtout, voilà. En fait, on nous coupe les paroles quand on ne peut pas te répondre, dis donc. On est muselé. Non, c'est ça, c'est tout à fait ça. Moi, je ne veux surtout pas être là où on m'attend. En fait, je crois que c'est ça. C'est un peu mon esprit de contradiction. Anne-Claude, comment ça se passe chez vous à Yeux ? Quelles sont les spécificités des affaires sociales sur un territoire comme une île ? Alors, les spécificités, elles sont très très vastes sur l'île Dieu et sûrement sur les autres îles du Ponant et autres. Nous, au social et à la mairie, on se bat justement pour avoir cette égalité par rapport au continent surtout. C'est-à-dire que voilà, on remarque habitant sur une île, on rentre pas dans les cases quand on demande quelque chose. Et c'est très difficile de faire changer les choses. Par exemple, pour le médical, pour les personnes handicapées, par exemple, bon, nous, on n'a pas de structure. Donc, il faut les envoyer sur le continent. C'est pas évident non plus. Si on voulait monter une structure à l'Île-Dieu, on nous refuse. On nous dit, ou alors débrouillez-vous, faites ça entre familles, associatifs et tout ça, mais on n'a pas d'aide. Pour les médecins, c'est pareil. Les gens sont obligés de se déplacer sur le continent, partir le matin, revenir le soir. Tout le monde ne le peut pas. Donc, ça exclut aussi une partie de la population qui, du coup, n'a pas d'accès aux soins, à part un généraliste, vu qu'on a de la chance d'avoir des généralistes sur l'île. Voilà, on se bat vraiment pour ça, pour que toutes les personnes du territoire puissent avoir la même chance, si c'est une chance, que tous les autres qui habitent sur le continent, comme on dit. Donc, c'est pas évident, c'est un travail de tous les jours, que ce soit pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les jeunes qui vont à l'école. Enfin, voilà, on met en place on essaye de mettre en place. C'est pas facile. Et souvent, on sert, comme on dit, d'exemple, comme ils disent, les structures, l'ARS, tout ça, nous dit, on va essayer. Et si ça marche chez vous, après, pourquoi pas le reproduire ailleurs, quoi. Un peu comme les médecins, il y a une quinzaine d'années, quand on est tombé un peu en pénurie de médecins, il a fallu chercher comment faire. Et du coup, il y a eu une idée, c'est que les médecins deviennent salariés de l'hôpital de Chaland, donc de l'autre côté. Et du coup, ça a permis d'avoir un cabinet médical sur l'île avec 6 médecins à plein temps, tout le temps, mais qui dépendent de l'hôpital de Chaland. Donc, s'il y en a un, je sais pas, une médecin qui est enceinte, un qui part on a toujours des médecins qui viennent en remplacement, des
des fins d'année, de leur année, dans leur 8e année, ils doivent faire 6 mois. Et du coup, ça nous permet, voilà. Donc, c'est vrai que grâce à ça, on a servi que dans d'autres territoires en France, il puisse y avoir un modèle comme celui-là. Donc, on va continuer sur d'autres aspects. Oui, donc il y a plein de micro-adaptations de manière à assurer une continuité des services, finalement. C'est ça. Parce qu'en fin de compte, voilà, on s'aperçoit que l'été, voilà, on peut faire l'aller et venue dans la journée, on peut partir pour 2 heures ou 3 heures, mais arrivé le mois de novembre, il faut se débrouiller. Donc, heureusement, sur l'île, il y a beaucoup d'entraide et on arrive à se débrouiller, mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile, hein. Tout ce qui est soins tout ce qui est soins médicaux, mais aussi sociaux. Il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de... Donc, on a des autistes, voilà, donc des autistes aussi adultes, donc qui ne peuvent plus aller en structure et du coup qui se retrouvent sur l'île. Il faut pouvoir les aider et leur proposer aussi quelque chose à faire et ne pas les laisser dans leur famille tout seuls. Sur l'île Dieu, vous êtes environ 5000 personnes. C'est très régulier que les îles vivent de la pêche et du tourisme, avec du coup une énorme différence entre la saison touristique et l'aspect régulier de l'île. Vous passez de parfois 5000 à 35 000 personnes. Qu'est-ce que ça change en termes de continuité des services et en adaptation des touristes par rapport aux îlets du coup ? En continuité des services, nous, à part qu'il y ait plus de bateaux, on va dire, on n'a pas plus de choses il y a plus de monde, mais on n'a pas plus de choses sur l'île. Il y a juste 1 ou 2 médecins en plus avec un urgentiste qui est là à l'hôpital en plus. Mais autrement, pour nous, en tant qu'îlet, à part des bateaux supplémentaires, ça ne nous apporte pas plus de choses ou plus d'aide, quoi, on va dire. Alors, je vais terminer là-dessus. Sur l'île Dieu, vous vivez une situation d'exclusion un peu particulière par rapport aux autres, due à la hauteur de votre quai. La hauteur de notre quai. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a notre quai ? Du coup, vous n'avez pas d'échange régulier avec le continent sur des horaires fixes. Oui, alors c'est pas forcément à cause de l'île Dieu, c'est surtout à cause de Fromentine. Parce que les bateaux partent donc de Fromentine et là-bas, le chenal sans sable. Et du coup, le tirant d'eau des bateaux fait qu'à un certain moment, ils ne peuvent plus passer. Et c'est pour ça que tous les jours, suivant les marées, nos horaires de bateaux changent. À l'île Dieu, ce ne serait pas trop gênant. Ça leur permettrait quand même d'arriver et de partir, mais c'est surtout à Fromentine. Et c'est des arrivées que le bateau s'échoue et que des gens doivent passer toute la nuit à attendre la marée haute pour repartir. Donc c'est un peu embêtant. Oui, c'est arrivé. Pardon ? Oui, on est la seule île dans ce cas à ne pas avoir de liaison à heure fixe. Voilà, il faut bien qu'on ait quelque chose de spécial. Donc on a beaucoup parlé d'exclusion au niveau social, parce que c'est souvent ce qui saute le premier au visage. Marie, vous êtes 2 Marie. Marie Tabarly, un des axes du projet élémentaire, c'est de se reconnecter à nos natures. Et est-ce que ça sous-entendrait qu'il peut y avoir une forme d'exclusion de la nature à la fois humaine et de la nature de l'environnement, au-delà des affaires sociales ? À mon sens, on est très coupé. On ne fait plus du tout attention à ce qui se passe autour de nous. La preuve, on en arrive à avoir des petits virus qui commencent à se balader et auxquels on ne fait pas trop attention, en fait. Donc, mais bon, d'un point de vue général, même hors Covid, on est clairement coupé de la nature. On ne se rend plus du tout compte à quel point on est en train de la mettre en l'air. On ne se rend plus compte de tout ce qu'elle peut vraiment nous apporter. Et on a... on est maintenant dans une société qui nous demande d'avoir plein d'envies, on n'écoute plus réellement nos besoins propres, on se crée des envies un peu dans tous les sens, beaucoup par la consommation, beaucoup par l'incitation sociale, beaucoup par la pression, tout ce qu'on a autour, quoi. Il faut consommer, et au bout d'un moment, en fait, est-ce qu'on en a vraiment besoin, quoi ? Et des choses simples, ces petites choses simples sont de plus en plus difficiles à retrouver. Et après, les gens, maintenant,
reprennent, on fait des thérapies pour aller passer du temps dans les arbres, à serrer des arbres dans nos bras. Enfin, je veux dire, c'est la base en plus. Enfin, ça serait juste passer du temps dehors. Et il y a des mecs qui vendent ces week-ends-là à peu près 5 000 €. Et pour tout ça, pour revenir les deux pieds dans l'herbe. C'est malheureusement, alors ceux qui habitent sur des îles, c'est un peu différent pour eux quand même. En général, c'est parce que justement ils veulent quelque chose de plus authentique et d'avoir de moins subir cette pression-là. Mais il faut quand même se rendre compte que les 3/4 des gens sont extrêmement coupés, ils ne se rendent même plus compte en fait de ce que c'est juste de marcher pieds nus, de pouvoir juste vivre sans entrave. Juste pouvoir de laisser son corps s'exprimer correctement, de faire attention aux températures, de faire attention aux petits insectes qui sont là en plein hiver. Enfin voilà, c'est des petites choses auxquelles il faut faire attention et auxquelles maintenant on se coupe de plus en plus. Le climat est clairement en train de changer. Et en fait, il y a tellement de choses qu'on aurait pu et qu'on pourrait toujours faire pour que ça ne change pas. Je suis assez pessimiste là-dessus, quoi. Je commence vraiment à devenir assez inquiète. Mais maintenant on est face au Covid, on est en train de se dire ok, on va mettre des masques, on va mettre du gel, on va s'occuper des conséquences. Mais en fait la cause c'est parce qu'on s'est complètement coupé de la nature. En fait, la cause c'est qu'on est en train de défaire une déforestation à outrance, les animaux ne peuvent plus non plus un espace suffisant pour vivre. Il y a une dérégulation totale, une désharmonisation totale de la Terre, et il commence à arriver des phénomènes comme ça. C'est vrai qu'en fait, quand on revient aux racines de l'écologie, c'est la maison, prendre soin de sa maison, oikos. Et nous, on est venus en bateau. Et sur un bateau, il y a une forme particulière de gestion des aspects sociaux. On ne peut pas s'isoler. Comment est-ce qu'on peut trouver des petits trucs qui pourraient, de par l'expérience de bateau, nous servir en tant qu'individus dans la vie quotidienne? En bateau, c'est assez... c'est vrai que c'est un microcosme d'humanité sur une coquille de noix. On a l'habitude de dire ça, mais... on a tous, on est plusieurs à bord à pas franchement être très sociable à terre. Hein. Je suis pas la nana la plus. J'en ai quelques-uns comme ça, et pourtant on arrive à vivre à 14 dans un bateau de 22 mètres de long sur 5 mètres de large, sachant que la moitié à l'avant et un quart à l'arrière ne sont pas habitables, et il n'y a pas de cabine, et on vit tous les uns sur les autres, et ça se passe super bien. Et en fait, c'est un rythme de vie en tout cas qu'on aime beaucoup, parce qu'on le recherche, donc c'est qu'on doit aimer ça d'une façon ou d'une autre. Mais en fait, on revient à un rythme de vie qui est tellement simple, tellement sain, qui est tellement routinier par rapport au cycle de marée, par rapport au cycle lunaire ou solaire, ou au cycle des vents. On fait tellement attention à toutes ces choses-là qu'on trouve un équilibre en fait qu'on trouve pas quand on est à terre, je pense. Et je pense que c'est juste le fait de pouvoir se reconnecter à quelque chose qui est plus grand que nous, alors de prendre conscience qu'on fait partie d'un tout, et que tous ensemble, on est tous connectés, nous, entre tous. Il n'y a pas un poste qui est plus important que l'autre. Étant skipper, je peux rien faire sans mes équipiers ni mon co-skipper. Je ne peux rien faire sans ma cuisinière. Ma cuisinière ne peut rien faire sans les autres équipiers. Et il n'y a pas quelqu'un de plus important à bord. Et du coup, ça donne une égalité. Et on est tous tout petits par rapport à Mère Nature. Et voilà, on essaye de la regarder, de prendre les meilleurs fichiers météo, de se dire que finalement... c'est elle qui gagne, et voilà. C'est... comment dire ? C'est vrai que c'est certainement quand quelqu'un tombe malade à bord... On est tous à lui prendre soin, en fait. On n'est pas en train de se dire... Bon, après, si on l'aime pas, on le laisse dans son coin. Hein. Faut pas non plus... pour ça, il faut mieux s'entendre avec tout le monde, savoir si tu tombes par-dessus bord, est-ce qu'on vient te chercher ou pas. Ça, c'est négociable. Il y a 13 combinaisons de survie à bord, on est 14. Il y en a une pour les chiens en plus. Mais non, on essaye en fait de prendre soin des autres comme on aimerait qu'on prenne soin de nous aussi. Hein. Mais c'est pas que pour ça. C'est juste qu'on fait attention aux autres. On essaye au quotidien de regarder est-ce qu'ils ont un bon teint, est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils sont de mauvaise humeur, est-ce qu'ils sont fatigués, si on a un grief avec quelqu'un, et de comprendre pourquoi, est-ce qu'il se passe quelque chose.
Et en même temps, laisser la banette, c'est vraiment l'endroit de la personne et ça appartient à que cette personne-là et personne n'y touche. S'il y en a un qui débarque le soir d'une nuit, si on veut loger quelqu'un, on lui demande, quoi. C'est pas j'envahis ton espace, quoi. C'est mais ouais, voilà, on vit tous vraiment ensemble ou dans un endroit où les complexes n'existent plus vraiment, quoi. On peut pas s'isoler forcément pour se déshabiller, son machin, son truc. Enfin, il y a un moment, ça fait 14 jours qu'on est agité comme ça et tout, on passe à d'autres choses. On se fout de savoir si c'est le prince de machin ou les trucs. Il ronfle, quoi. On lui envoie des chaussures sur la tronche et c'est comme ça, quoi. Il y a un moment où l'argent n'a pas de valeur, le statut social, il n'y en a pas. On a tous la même banette. C'est ça aussi qui est génial, quoi, sur la vie en bateau. Un des aspects essentiels aussi d'Élémentaire, c'est d'inviter des artistes, tout ce qui compose un monde, de vivre ensemble. Et aujourd'hui, on a Marie Journel qui a fondé son cirque sur l'île de Ré. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'importance de la culture, les valeurs de ton cirque, la manière dont tu mènes toi aussi ta barque sur l'île? Eh bien, déjà, bonjour à tous. Effectivement, là, je vais rebondir sur ce que disait Marie. C'est un chapiteau, une école de cirque, c'est comme un bateau, avec des roulettes, un peu. Donc, effectivement, sur l'équipage, il n'y a pas de sous-rôle. L'école de la vie aussi, où il faut des monteurs de chapiteaux, il faut être enseignant, il faut savoir gérer le vent, les tempêtes, le public aussi, qui est complètement aussi adapté ou pas. Effectivement, de pouvoir. Alors moi, on est au Fidi Circus, une école de cirque sur l'île de Ré. Alors il y a un pont. Effectivement, ça en est pas trop. Nous, on a un EHPAD, on a une prison, on a un CDAIR, un centre d'hébergement pour énormément de. Il y a 450 associations sur l'île de Ré. Enfin, nous, on a des portes ouvertes médicaux. C'est un petit peu plus près du micro. Et effectivement, l'école de cirque, c'est une école de la vie, c'est une école d'entraide, où on prend énormément confiance en soi, on est dans le respect, on a tous des corps différents, les petits, grands, gros, et puis on essaye tous de pratiquer les arts du cirque et une voie pour s'épanouir dans un monde, effectivement, qui est beaucoup sur l'exclusion des choses, de savoir qu'il y en a qui peuvent arriver en Porsche Cayenne pour mes stages cirque, où celui qui va arriver avec son vélo, effectivement, n'est pas du tout dans le même public. Mais la différence, c'est justement, est là et fait avancer l'autre. Donc, voilà où je pouvais rejoindre Marie, c'est que avec un chapiteau, on est avec le temps. S'il y a des tempêtes, on peut pas ouvrir. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un accès, on va pouvoir refuser 30 enfants pour faire du cirque, parce qu'en fait ça marche du lundi au vendredi, c'est des stages d'une semaine où on envoie après les enfants à se préparer pour un spectacle en fin de semaine. Donc ils ont seulement que 15 heures pour pouvoir se montrer, se mettre à nu face à leur public, face à leurs parents, leurs grands-parents, d'apprendre des choses qu'ils ont appris durant une semaine avec différents publics qui viennent de tout part, et du monde entier, des quatre coins du monde, autant ils viennent parce qu'ils viennent chez leurs grands-parents, ou ils viennent parce qu'ils habitent ici sur l'île. Mais effectivement, l'accès au continent est beaucoup plus simple que sur l'île Dieu, avec un bon péage. Et ouais, à l'île de Ré, comme partout, il y a des différences, des inégalités sociales, qui est un thème fondamental quand on parle d'exclusion. Tu as mis en place des choses particulières au sein de ton cirque. Est-ce que tu peux nous en parler ? Eh bien, parfois, quand un enfant, il a pas, ou les parents, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir faire du cirque, en tout cas au Fidi, il n'y a pas moyen d'échange. Comme aujourd'hui, le troc est quelque chose aussi qui peut revenir sur un enfant qui n'a pas la possibilité de faire du cirque, effectivement. Et ben, des parents qui peuvent être commerçants, on peut échanger du fromage, de la fleur de sel, on peut échanger aussi des dons, voilà, pas mal de choses. Dans l'échange, qui est toujours, de toute façon, le cirque, c'est l'échange, c'est l'apprentissage, c'est donner à l'autre, de s'épanouir un peu plus chaque jour dans un monde qui est, ma foi, très mal en ce moment. Voilà. Donc effectivement, on a vécu aussi le Covid, protocole sanitaire cet été, où c'était pas facile de faire du cirque, mais on a quand même décidé d'y croire jusqu'au bout, même si on y allait aveuglément. Eh bien, jusqu'au dernier moment, on a décidé de faire du cirque. On a pu accueillir quand même 300 enfants cet été qui demandaient que ça.
Et effectivement, il y a aussi des handicapés. Il y en a qui viennent de partout dans la France et qui ont effectivement des inégalités sociales. C'était inévitable qu'on parle du Covid. C'est la formation, ça nous a tous plongés dans la bulle. Je pensais qu'on l'aborderait plus tard, mais moi, quand je t'entends parler de cirque, ça me renvoie au vivre ensemble. Et dans un des films qu'on a fait avec Élémentaire, il y a une citation du prof Choron qui dit qu'on est 6 milliards d'individus sur une boule de feu au milieu d'une grande masse noire et dans un fragile équilibre, et que c'est un sacré numéro de cirque. Peut-être que vous avez envie de réagir déjà à ce qui a été dit par chacune d'entre vous. Sinon, le public, on a un micro. Donc si jamais vous avez envie de poser des questions suite à ce qui s'est déjà dit, vous avez simplement à lever la main à tout moment. Et Noémie, qui est là-bas, pourra vous tendre le micro pour une question. Ce qui est frappant, Théo, c'est quel que soit le sujet qu'on ait abordé, on s'est appuyé sur des choses identiques, sur le faire ensemble, sur la différence qui est nécessaire justement à la réalisation des choses, tu vois, sur le temps, sur être en accord justement avec le temps. Enfin, moi, je parlais de temps long. On a tous des façons de le dire différentes, mais nos fondamentaux, ils se rapprochent les uns des autres. Et je trouve ça plutôt rassurant. Enfin, excuse-moi, hein, ça t'exprimes un peu que ça te fait flipper le monde dans lequel on vit. Et moi, contrairement à toi, je suis hyper optimiste parce que je rencontre que des gens qui ont envie de s'impliquer. Et donc, voilà. Alors après, entre l'envie et le faire, il y a un gap, mais pourtant, je trouve ça assez contagieux. Moi, quand on me dit on vit dans un monde d'égoïstes, eh ben, j'ai du bol parce que je croise très rarement des égoïstes. Donc c'est une chance, hein, je sens que je suis préservée, mais voilà. Et donc nos fondamentaux, ils se rapprochent et je trouve ça plutôt encourageant. À l'image de Christelle, je pense que vous l'aurez compris, moi je vois le verre aux 3/4 plein. Même pas la moitié, mais ça c'est parce que je vois pas bien. Donc moi non plus, je suis pas pessimiste parce que si je l'avais été plus petite, j'aurais pas fait le quart du 10e de ce que j'ai pu avoir la chance extraordinaire de réaliser dans ma toute petite vie insignifiante. Donc voilà, moi je suis plutôt aussi confiante parce que si on l'est pas, c'est là qu'on fera rien. Si on se dit de toute façon tout est foutu, c'est pas la peine de faire quelque chose. Enfin, on va pas se battre pour rien non plus. Alors que si on a le sentiment de se battre pour quelque chose, on va le faire. Donc déjà il y a cette chose-là pour moi qui est vraiment importante, quel que soit le sujet dont on parle. Je pense que si on considère que c'est foutu, on va pas y aller. Alors après, on peut se dire aussi, oui, mais bon, de toute façon, avec mes micro-actions, c'est pas avec ça que je vais empêcher que la mousson, elle fasse des milliers de morts en ce moment au Sahel. Je dis ça parce que je lisais un article du Monde sur ce sujet-là, justement en venant ici, et je me disais, waouh, j'en avais même pas eu conscience à quel point la mousson avait été désastreuse et catastrophique cette année, parce que justement, on n'arrête pas de nous bassiner avec le coronavirus, qui finalement tue quand même vachement moins de gens. Ils en tuent trop, on est d'accord, mais quand même vachement moins que la mousson, là, qui a ravagé des cultures, des gens, des bâtiments, et qui a tué je sais plus combien de personnes, j'ai lu le papier dans Le Monde. Mais j'ai déjà oublié les chiffres, parce que je suis nulle en chiffres, fût-il aussi important que sur ce sujet-là. Donc, on peut se dire qu'à notre petite échelle, si on arrête d'utiliser du plastique jetable, ça ne va pas changer la face du monde. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est peut-être tout ce qui est dans nos mains dans l'immédiat. Et puis peut-être qu'un jour, on sera grand patron d'une grande multinationale et que donc, du coup, on aura un peu plus de poids pour changer les choses. Et si on a commencé à le faire en étant tout petit, microbe, juste à pas consommer des pailles en plastique, eh ben, on aura peut-être l'idée de le généraliser sur une plus grande action qu'on mène. Enfin, moi, je crois que c'est une espèce d'acculturation qu'on doit chacun avoir. En plus, on arrive à convaincre autour de soi. Voilà, peut-être que finalement, cette crise à la noix, là, qui nous a cassé les pieds et qui continue à nous casser les pieds, elle peut être une espèce de j'aime pas le mot, mais électrochoc, enfin, en tout cas, encouragement à changer un peu d'attitude sur pas mal de choses. Enfin, moi, je suis plutôt optimiste. Toujours, envers et contre tout. Bah, surtout le dénominateur commun, j'ai l'impression que c'est surtout beaucoup de justesse, en fait. Si on était déjà plus juste, que ce soit dans l'appropriation de nos corps et donc, du coup, par aussi le regard de l'autre. Je regardais avec Sophie, on a toujours pu échanger beaucoup, mais c'est vrai que physiquement, on s'est pas vu encore beaucoup. Mais
Mais non, mais c'est vrai. Enfin, on s'est vu quoi 3 fois. Après, on a échangé plus au téléphone. Puis on a pas mal d'amis en commun. Ou voilà. Mais et c'est vrai que d'un côté, je me dis qu'il y a des moments, ça doit être vachement bien aussi de pouvoir être aveugle parce que du coup, on n'a pas la pression ou tout plein de choses que nous voyons, mais on se met comme complexe, comme truc, comme pression en fait dans tous les sens. Ah, il faut être comme ça. Ah, faut ressembler à ça. Ah, faut être dans tel truc. Il y a tout plein de choses où je me dis qu'il y a des moments où on s'embête la vie avec trop de paraître. Et ça nous coupe du monde, ça nous coupe des autres, ça nous coupe de nous-mêmes. Et on perd du temps et on passe à côté de tout. Et je pense que si on n'avait pas ça, enfin voilà, on aurait de toute manière, c'est clair, beaucoup moins d'exclusion, c'est sûr, parce qu'on passerait pas non plus notre temps à exclure les autres parce que on pense que quoi. Enfin, bon, alors je suis pas sûre que le fait d'être aveugle non, nous épargne, nous épargne le fait d'être quoi. Mais je me dis qu'à un moment. Non, mais je te contestais pas, mais je veux dire juste malheureusement, on est aussi sensibles aux apparences, ça va pas être les mêmes. Disons qu'on va pas s'accrocher au délit de sale gueule, mais on va trouver des prétextes aussi à la noix sur la façon de s'exprimer ou que sais-je. Non, malheureusement, j'adorerais te dire oui, tu as raison, j'échappe aux apparences. J'adorerais te dire ça, mais ce serait mentir. Donc hélas, je n'en suis pas exempte. Je pense que plus que le fait de voir ou de ne pas voir, c'est peut-être de vieillir. On a un écart d'âge, Marie. Tu verras quand tu auras mon âge. Mais en je vrai, suis la deuxième plus vieille du bateau, ça me déprime. Ouais, mais bon, t'es quand même plus jeune que moi, quoi qu'il en soit. Et en vrai, moi, j'ai pris une espèce de plus les années passent, et là, je suis sérieuse. Plus je me contrefous de ce qu'on pense de moi, en fait. C'est terrible. C'est-à-dire que je pense que quand j'aurai 60 ans, ça sera affreux. J'aurai le surmoi 0. Plus rien. T'es pas content ? Eh ben, c'est pareil. Là, je le dis pas encore, mais je le pense tellement que ça se voit. Et je pense que l'étape d'après, c'est que je vais le dire. Et donc, tout ça pour dire que je pense que c'est aussi une espèce de... À un moment donné, on se rend compte de ce qui est essentiel pour soi. Et peut-être que c'est avec le temps, je pense. En tout cas, pour ce qui me concerne, parce que moi, je suis partie de loin avec ça. J'étais au contraire hyper timide, hyper... je sais, ça se voit pas maintenant. On va peut-être avoir du mal à me croire, mais moi, j'avais vraiment beaucoup de mal à justement... et même, c'était renforcé par le fait que je me disais, ils me regardent tous. Ce qui n'était pas toujours complètement faux. Parce que il m'est arrivé un paquet de fois d'arriver dans une foule, de traverser avec ma canne blanche à la main avant d'avoir un chien et que tout le monde se taise quand j'arrive. Donc ouais, je me disais, ils me regardent tous, mais c'était pas toujours vrai non plus. Et il a fallu que je grandisse pour me dire, bah ils me regardent ou ils me regardent pas, ça c'est leur problème, c'est pas le mien, en fait, en vrai. Et du coup, à me détacher de ça. Donc je pense vraiment que c'est plus une question de... À un moment donné, on finit par bien se connaître soi-même, avec nos travers et nos qualités, et on se dit, ok, ça je prends, ça je prends pas, et ça je sais pas, ça je peux pas. Et une fois qu'on a trouvé soi-même un peu plus qui on est, où on va, je pense qu'on arrive d'autant mieux à embarquer les autres avec soi pour essayer justement, pour revenir à la thématique, de limiter l'exclusion. Et si on est convaincu soi-même, on est d'autant plus convaincant. Mais je pense aussi que c'est... bien sûr, c'est à chaque personnalité différente, mais c'est que une partie de l'exclusion, c'est aussi le regard des autres, le jugement. Parce que c'est vrai que malgré soi, on a toujours une petite partie de jugement et dire « Ah, t'as vu ?» Et puis du coup, les personnes, après, ont peut-être une peur aussi. Donc, elles s'auto-excluent, on va dire, d'eux-mêmes. Et pour aller les chercher, c'est difficile. Enfin, moi, je trouve, à tout âge. C'est, je pense, cette barrière qu'il faudrait pouvoir... enlever, quoi. Je suis entièrement d'accord avec vous. On valorise très peu l'utilité sociale. Et aujourd'hui, on est en plein dans le sujet des aînés. Enfin, on appelle ça comme ça. Voilà. Et on va avoir une loi à la fin de l'année sur appelée autonomie grand âge. Et tout simplement parce que on refuse de voir que chaque individu a une utilité sociale, est utile aux autres, est important pour les autres. Et à un moment donné, on laisse à penser qu'une personne devient inutile. Et donc, on la colle dans un plumard, on lui change le derrière au mieux 3 fois par jour, on lui donne à manger, et on se dit, bah tiens, on va pouvoir finir sa vie comme ça, c'est sympa. Mais pourtant, cette personne... elle a une utilité sociale, elle a des choses, quelle que soit sa capacité cognitive résiduelle, elle a des choses à nous transmettre, y compris si elle débigoche totalement, parce que
son comportement va nous interpeller, nous ramener à ce que nous sommes, à ce qu'on pourrait être, à plein de choses. Et ça, moi, je regrette qu'on parle beaucoup de... Alors, on parle de productivité, on va parler de richesse, on va parler... Moi, je me souviens un jour, avant une campagne électorale, il y a quelqu'un qui me dit bon, on va parler de la valeur travail. Et je dis, mais si on pouvait parler de l'utilité sociale ça nous réunit tous, puisqu'on a tous une utilité sociale. Alors qu'il y a des choses qui nous fragmentent, enfin, ouais, qui fragmentent la société. C'est vrai que ça commence au mot retraite, en fait. D'une certaine manière, dès qu'on n'a plus d'utilité économique, on perd d'utilité sociale, alors que... Enfin, cette histoire de l'utilité... Pardon, je te coupe la parole, c'est très mal élevé, mais j'assume. Les journalistes sont mal élevés, en principe de base. Non, mais du coup, l'utilité économique, du moins, le fait de limiter l'utilité sociale à l'utilité économique, elle commence effectivement à la retraite pour certains, mais elle commence bien avant pour d'autres. Les gens qui ne peuvent pas travailler ou qui n'ont plus de travail pour l'instant, etc., ça commence pour certains bien avant. Et cette idée de l'utilité sociale, moi je trouve que c'est une très belle idée parce que c'est par exemple une des idées qui est au départ de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ici, mais c'est une des plus belles expérimentations sociales de ces dernières années à mes yeux, qui part du principe que personne n'est inemployable et qui essaye de trouver des solutions locales en développant des emplois locaux, en partant de l'initiative des gens qui sont chômeurs de longue durée. On part de leurs compétences, on leur dit pas il y a tel et tel boulot sur le territoire, vas-y fais-le, ah bon t'as pas les compétences, tant pis pour toi, reste au chômage. On leur dit ok, tu sais faire quoi, t'as envie de faire quoi. Et on essaie de monter des activités qui correspondent à leurs compétences. Et moi j'ai eu la chance d'aller faire un reportage dans un des 10 territoires qui ont été parmi les premiers à expérimenter. C'est extraordinaire et on voit effectivement des gens pour qui le retour à l'emploi n'était pas gagné d'avance sur le papier. On se dit ça en les voyant. Et ce sont des gens qui disent le plaisir, le bonheur qu'ils ont eu à retrouver du travail et une utilité sociale. Pas seulement de quoi nourrir leur famille, mais aussi cette idée d'utilité sociale. Et je parle de ça parce que vraiment c'est un projet que je trouve très beau. Et en ce moment au Parlement est en train de voter son extension et sa prolongation. Son extension, ça veut dire le mettre dans plusieurs territoires, dans plus de territoires que les 10 premiers, peut-être une 60aine à l'heure qu'il est. Et prolongation, ça veut dire que le dispositif était lancé pour 5 ans et que je ne sais pas là exactement où ils en sont parce que c'est dans la navette parlementaire, donc ça va changer 3 fois. Mais en tout cas, voilà, ça partirait peut-être pour 5 ans supplémentaires ou quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est vraiment une belle idée d'innovation sociale. Tout à l'heure, Madame de Lillieu, Anne-Claude, si je ne me trompe pas de prénom, pardon, vous disiez, on est un peu, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais vous disiez, on est territoire d'expérimentation. Moi, je trouve que c'est super, parce que des contraintes naissent parfois des innovations. Donc vous, votre contrainte à vous ici, c'est d'être sur une île. La mienne, c'est d'être, je ne sais pas moi, de vivre à Paris, ou d'être journaliste, ou d'être Miro, ou d'être je ne sais pas quoi. Enfin, on a tous des contraintes, et de ces contraintes-là, on essaie de faire des forces. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Et si jamais la société, dans son ensemble, elle pouvait se dire, ok, là quand même, on est un peu dans la merde, on a une crise économique qui nous est tombée sur le coin du museau. Profitons-en pour essayer de repenser notre modèle. Et ben, on ferait d'une contrainte une force. Bon, bah, du coup, je vais poser une question de troll qui saute aux yeux. On parle d'exclusion et il n'y a que des femmes sur scène. Est-ce que ça choque quelqu'un d'entre vous? Je ne suis pas intervenant. Et à toi, on a pris notre caution masculine. Pour une fois que c'est dans ce sens-là que ça se passe. Non, après, ce que ça... Oui, merci, voilà. D'une part, non, ce que ça raconte quand même, c'est que le social et le travail social sont encore très genrés. C'est normal, c'est des boulots précaires. Pour les journalistes, c'est pareil. Hein. C'est les mecs qui écrivent sur l'économie et c'est les filles qui écrivent sur le social. Hein. Chez nous, c'est pareil. Ouais, enfin, quand même, en préparant l'intervenante, il y avait quand même 2 hommes qui étaient sur la liste. On a comme beaucoup d'intervenants pour préparer l'intervenante, il y en avait quand même. Mais il s'avère que finalement, on n'est que entre femmes. Ouais. Bon, parce qu'on était les meilleurs, c'est tout. Voilà, que je te dis. Ouais, non, bah voilà, les plus engagées, les meilleures, les plus belles, les plus rayonnantes, on peut y aller. Hein. Même le chien est une chienne, c'est dire. Mais nous, à l'Île-Dieu, on a le directeur du CCAS, c'est un homme. Depuis pas longtemps, depuis 3 ans. Ouais. C'est l'exception qui confirme la règle. Bravo les Iliens, moi je dis. On dit il est. On dit les Ilets. On dit pas Iliens? Ok. Et ben j'ai appris quelque chose. Si on est des Iliens, mais on est Ilets. À l'Île-Dieu, on dit Ilets. Ok, très bien. J'ai appris moi aussi il y a quelques années. Je suis pas née ici. Je suis pas née ici. Hein. Donc à la fin des tables rondes, on aura un numéro de cirque et effectivement, on pourra discuter ensemble si vous voulez le faire de manière plus intimiste, c'est parfois plus agréable.
Le thème du jour, c'était le thème générique d'ailleurs, c'est comment habiter les îles de manière plus durable. Là, on a traité spécifiquement de la thématique de l'exclusion. On en a effleuré à peine la surface. Souvent, il y a un aller-retour entre l'individuel et le collectif dans ces formes de réflexion. Et collectivement, mine de rien, il y a quelque chose, il y a des éléments dont on a envie d'exclure de nos sociétés, fondamentalement. On n'a pas envie de famine, on n'a pas envie de guerre, on n'a pas envie d'épidémie, donc on veut les exclure. Et vis-à-vis de ça apparaissent de nouveaux défis qui sont souvent individuels. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu un temps de paix aussi long à l'échelle globale. On est dans un village global. Et il y a... En France, mais... Ouais, la paix mondiale quand même. Je dis pas qu'on y est. Mais il y a un chiffre clé qui est complètement hallucinant. Il y en a plein. Mais aujourd'hui, il y a plus de suicides que de personnes qui meurent de crimes de guerre ou de crimes violents dans les villes, les deux réunis. Et ça en dit long sur la capacité que l'être humain a de s'exclure lui-même du vivre ensemble. Et voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Vous pouvez y réfléchir, parce que là, on avait un peu trop rigolé sur un thème qui était un peu difficile. Merci à tous.